On entendait de partout, un embryon c'est rien, hop, on l'élimine. Vous n'imaginiez pas les conséquences psychologiques? Absolument pas. L'avortement, ce n'est pas qu'une question de femme. D'ailleurs, j'ai encore l'échographie que je ramenais. Ce bébé était désiré par amour et... Vous l'avez toujours avec vous, cette photo? Mais toujours, oui. Ouais. Je me suis senti le premier responsable. J'ai pris une baffe terrible. Comment j'avais pu laisser faire ça? Comment ces hommes ont-ils vécu l'IVG qu'a subi leur femme? Mon souvenir, c'est qu'il y a une porte qui se ferme et puis elle est derrière, toute seule. Et je suis très culpabilisé à l'idée de me dire, mais si j'avais dit devant cette porte, mais stop, on arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas été capable de faire ça. Quelle place les hommes doivent-ils tenir auprès de leur compagne? Que j'ai pas mesuré l'ampleur de l'impact que ça a eu, de sa souffrance, de ce qu'elle ait pu ressentir. Un jour, il m'est tombé l'idée que s'il n'y avait pas eu cette IVG, à côté de moi, il y aurait une personne qui a 20 ans et qui serait là, et qui n'est pas là. Voilà. Bonjour à tous et merci de nous renouveler votre confiance. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur un sujet inédit et particulièrement délicat, celui de l'avortement vu par les hommes. Cette intervention est toujours une expérience marquante pour les femmes qui y ont recours. Mais comment les hommes vivent-ils ces moments-là? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre tout au long de cette émission, accompagné de Frédéric Farigou, notre thérapeute de couple. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Pourquoi a-t-on tendance à penser que l'IVG est une affaire de femmes? Mais d'abord parce que ça a été un combat de femmes à travers Simone Veil et la loi qu'elle a permis de faire voter sur la dépénalisation de l'avortement. Parce que c'est du corps des femmes dont il s'agit, puisque légalement c'est à elles que revient la décision finale d'avorter ou pas, ce qui est normal puisqu'il s'agit de leur corps, il leur appartient, il est inaliénable. Parce que souvent ce qu'elles expriment, c'est qu'elles vivent cette épreuve seules, et la position des hommes est souvent compliquée entre à la fois l'implication que leur compagne leur demande et puis une certaine distance physique parce qu'ils ne ressentent pas forcément dans leur corps la souffrance que peuvent ressentir leurs compagnes. Mais pourtant, c'est bien une affaire de couple, hein, parce que ça fait appel au désir ou non d'avoir un enfant, à des valeurs de couple, à une éthique de couple, à l'avenir du couple. Donc c'est vraiment très important que à la fois les hommes aient leur place, qu'on la leur donne, qu'ils puissent s'exprimer aussi. Et c'est très rare d'ailleurs qu'ils s'expriment sur ce sujet, d'où l'importance de cette émission. Et je trouve très bien qu'effectivement toute une histoire permette de donner la parole aux hommes, parce que souvent ils en sont privés et ils en sont un peu écartés du processus, et c'est bien dommage parce qu'ils sont concernés aussi. Alors, pour mieux cerner la place que tient l'homme dans cette décision, eh bien, notre équipe a passé une journée dans un planning familial. Son corps, notre décision, c'est le titre de notre reportage. Regardez. Hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris. Planning familial, bonjour. Le planning familial accueille toutes les personnes à la recherche de réponses sur la contraception, la sexualité et surtout sur l'avortement. Myriane, la conseillère conjugale, rencontre chaque jour une dizaine de personnes. Les femmes majoritairement se présentent seules au niveau du planning familial. Et mon rôle consiste en fait à les amener à cheminer pour qu'elles puissent prendre une décision éclairée. Chaque cas que Myriane aborde est différent. Madame, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, elle reçoit une jeune femme qui a fait le choix d'avorter. Une décision difficile qui nécessite un accompagnement psychologique. Quand vous avez appris la grossesse, quelle a été votre première réaction? Un choc? Oui. Des pleurs? Oui. Je me suis ressaisie. J'en ai informé le principal concerné. Vous arrivez à en discuter avec lui? Oui.
Pour l'aider à accepter, je lui ai dit que l'embryon avait une malformation et que donc il n'y avait rien de mieux qu'avorter, donc c'est plus facile pour lui à accepter. Le compagnon de cette jeune femme souhaite garder leur enfant. Un désaccord qui l'a mené à gérer seul cette situation. Vous auriez aimé qu'il soit à vos côtés? Pour moi, oui, parce que ça m'aurait permis de lâcher prise et de pouvoir me tenir à quelqu'un. Mais dans l'état dans lequel il est, c'est pas plus mal qu'il soit pas là, parce que ça m'aurait beaucoup plus affecté de le voir, sachant que là je suis beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible. Ça m'aurait dérangé de le voir mal. Cette grossesse, c'est une partie de vous et une partie de lui. Donc c'est sa présence auprès de vous qui va également l'aider à vivre cette situation, à partager en tout cas cette situation avec vous. Les membres du planning familial essaient toujours d'encourager les femmes à prendre une décision en accord avec leur partenaire. J'ai pas la chance de l'avoir près de moi puisqu'il a du mal déjà à assumer les circonstances et ce qui est en train de nous arriver. Et je pense qu'il cache un petit peu son chagrin et j'assume seule. Elle me dit souvent que mon ami ou mon compagnon ou mon mari, il me suit. Ma question est toujours la même, ou mon interrogation est toujours la même. Est-ce que vous, ça vous permet de savoir ce que lui, il désire? Et à ce moment-là, les femmes réalisent que, tiens, il me dit qu'il me suit, mais je ne sais pas ce qu'il désire lui. Chaque année, près de 220 000 IVG sont effectuées en France, un chiffre constant depuis 2006. Voilà, donc c'est une patiente que j'ai vue, voilà, elle est dans une situation de couple assez particulière. Tu veux que je la revoie? Oui, voilà. Parfait. Dans 80% des cas, l'intervention se fait sans la présence de l'homme. C'est à vous. Pour ces femmes qui ont recours à l'avortement, ce geste n'est jamais anodin. Mais qu'en est-il pour leur partenaire ? Eh bien justement, c'est à cette question que nos invités masculins vont répondre aujourd'hui. On va commencer avec la première partie de notre émission intitulée « Une grossesse pour deux » et faire la connaissance de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. D'être avec nous pour évoquer un événement pour vous douloureux, tout récent. Votre compagne a avorté il y a tout juste quelques semaines. Vous avez eu envie de sortir de votre isolement pour justement trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Dans quelles circonstances aviez-vous rencontré cette femme? Il s'avère un jour d'été. J'étais sur un petit chat en train de discuter avec une fille. Et subitement, pendant une semaine, on a décidé de se rencontrer, enfin. Donc une rencontre sur Internet? Tout à fait, voilà. Donc je me suis déplacé chez elle devant son immeuble. Et c'est là que mes sentiments se sont révélés, au fur et à mesure, quoi. Bon. Donc vous avez vécu une histoire tous les deux. Votre relation est carrément devenue fusionnelle? Tout à fait, voilà. Donc après, on a décidé de faire un enfant, à ce moment-là. Parce que l'amour était présent. Au bout de combien de temps vous avez décidé de faire un enfant? Au bout de 3 semaines après. 3 semaines après? 3 semaines après, oui. Mais vous aviez quel âge, vous? 28 ans. Vous auriez pu prendre le temps un peu d'y réfléchir, non? Oui, tout à fait, mais après c'est l'amour qui parle. Hein, tellement fusionnel entre vous que ça vous est apparu une évidence. Tout à fait. Ça a marché assez vite puisqu'elle est tombée enceinte très vite. Oui, et précisément le jour de la fête de la musique. Voilà. J'étais avec elle voir le gynéco. Elle avait des vomissements, commençait déjà à avoir des douleurs aussi au ventre. Et là, je me suis posé des questions. Et elle m'a bien confirmé par téléphone qu'elle était vraiment enceinte. Ouais. Voilà, donc j'étais super heureux, elle aussi. Donc vous êtes allés ensemble chez le gynéco? Oui, tout à fait. Vous avez fait une échographie? Échographie, voilà. Donc j'ai vu ce cœur battre. Ouais. Et ça m'a Elle était enceinte de combien? De 1 mois. Ouais. Donc vous étiez ému? Oui. D'ailleurs, j'ai encore l'échographie que je ramenais ici. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui m'émue parce que ce bébé était désiré par amour. Et... Vous l'avez toujours avec vous, cette photo? Oui, toujours, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ce bébé était désiré, que vous étiez tous les deux heureux chez le gynéco, de voir ce cœur battre, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors j'étais chez elle un week-end. Et là, je la trouvais bizarre. En fait, elle est rentrée du travail. Hein. On avait fait une demande de logement. On devait finir les papiers, justement. Et là, subitement, j'ai constaté que son comportement n'était pas habituel. Elle s'est assise au canapé à l'opposé. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question, en fait, pourquoi tu es comme ça? Elle m'a dit, mais j'ai vu que tu t'en ailles. Tu ne restes plus ici. Je n'ai rien à faire ici. J'ai pas compris, en fait. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Vous lui avez demandé pourquoi? Oui, tout à fait. Elle m'a dit, j'ai rien à dire. Je veux que tu prends tes affaires, tu partes. Enfin, comment on peut, comme ça, d'une minute à l'autre, changer d'attitude sans vous donner de raison, et elle vous demande de partir, vous partez, vous? Justement, j'essaie de la comprendre, mais elle n'a rien voulu me dire. Tout était... Et vous avez eu une explication depuis? Non, pas du tout. Elle était dans quel état, elle? Elle s'en foutait un petit peu. Elle me disait comme quoi ça valait rien. Quoi? Que cet enfant ne valait rien. Et vous? Moi j'adore les enfants. Hein. Non, mais je veux dire, votre relation, elle était amoureuse de vous? Oui, tout à fait. Ouais. Jusque-là, elle était aimante? Oui, tout à fait. Et du jour au lendemain, elle a changé d'avis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait rencontré quelqu'un d'autre? Non, je sais pas. Elle m'a jamais voulu me dire. J'ai essayé de la comprendre. J'étais chez ses parents. Justement après cette séparation-là, pour essayer de voir un petit peu ce qu'eux ils pensaient. Et là, il me disait que ma fille était instable, sa maman me disait que sa fille était instable, qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Et dans quel état physique elle était à ce moment-là? Elle était fatiguée par sa grossesse? Vous parliez de vomissements tout à l'heure? Oui, tout à fait. Enfin, c'est très difficile à dire parce qu'elle n'a jamais voulu me dire la vérité. Alors Frédéric, comment vous comprenez, vous, ce revirement de situation? Je pense que déjà la relation était très jeune. C'est arrivé tout ça très très vite. Je pense que peut-être il y avait un décalage dans vos désirs d'enfants respectifs, que c'était plus votre désir que le sien manifestement, et que c'était difficile en fait d'assumer face à quelqu'un comme vous qui désirait tellement un enfant, d'assumer le fait de ne pas, elle, à vraiment avoir ce désir. Donc il n'y a pas eu du tout de dialogue. Et ce qui est violent, c'est que vous avez été mis devant le fait accompli. C'est ça qui est le plus, je trouve, dramatique dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas du tout eu de mots qui ont été mis sur cette situation, ni de vous donner d'explications, ce qui vous laisse avec des tonnes de questions. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer pour vous, mais je pense que ce désir d'enfant, il est tellement fort chez vous que ça vous empêche de voir aussi peut-être la réalité de la relation dans laquelle vous êtes, et puis d'apprendre à connaître l'autre avant d'envisager peut-être faire un enfant. Donc ça, je pense que ça doit faire écho à votre propre histoire. Pour désirer autant faire des enfants, j'ai le sentiment que peut-être il s'agit de réparation en ce qui vous concerne pour que ce soit aussi important pour vous. Je suis actuellement en dépression quand même. J'ai du mal à avancer dans ma vie. Mais je comprends. Je ne me fais plus confiance non plus. Mais c'est pour ça que c'est important de vous poser des questions par rapport à vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Et puis de vous dire, on est deux dans une relation et qu'effectivement en face, vous aviez peut-être pas la bonne personne pour un engagement, et un engagement aussi fort que celui de faire un enfant. Ouais. Parce que c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas en fait. C'est vrai. Est-ce que vous êtes capable de savoir pourquoi vous aviez cette envie d'enfant aussi forte? À quoi ça peut vous ramener? Frédéric dit que ça fait peut-être écho à une problématique de votre enfance. À quoi ça peut vous ramener, ce désir d'enfant très fort? Parce que j'adore, je suis complice avec les enfants. Moi-même déjà qui en a deux, mes enfants m'aiment vachement, quoi. Là je me suis dit, bon, pourquoi pas reconstruire une nouvelle vie? Et c'est là que vous étiez quoi, vous étiez quel genre d'enfant? Vous étiez fils unique? J'ai 4 frères en fait. 4 frères. 4 frères. Et vos parents étaient très présents? Oui, tout à fait. Pour vous? Lors de cette séparation, surtout, ma mère était proche de moi. Oui. C'est elle qui m'a remonté le moral, surtout, et aidé parce que j'étais quand même au lit pendant plusieurs jours. Oui. J'étais vraiment à un point très mal, quoi. Parce qu'on a le sentiment, Patrice, que le désir d'enfant prime avant le désir de faire un couple. Parce que pour vous reconstruire votre vie, c'est tout de suite faire un enfant. C'est peut-être par la peur de perdre la personne aussi.
De perdre la personne? Oui. C'est-à-dire faire un enfant avec quelqu'un, c'est une manière de retenir l'autre? Ah, je sais pas, c'est peut-être ça Oui, aussi. donc il y a une insécurité dans la relation pour que ça vous amène tout de suite à cet engagement qui découle normalement d'une construction de couple. Vous, ça passe avant. Donc c'est sûr qu'en face, si l'autre n'est pas vraiment prête à ça, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est important de comprendre ça pour guérir vos blessures aussi en lien avec cette histoire, pour faire les choses dans l'ordre. Parce que je pense que votre désir d'enfant est prime avant le désir de faire un couple. Peut-être. Bon, en tout cas, vous avez bien fait de venir. Ouais. On reparlera avec vous, tout ça, on verra avec Frédéric comment vous pouvez parvenir à évoluer et peut-être à vous sortir de cette période difficile. D'abord, nous allons saluer Antoine. Bonjour Antoine. Antoine, vous avez choisi de témoigner anonymement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est parce que tous les protagonistes, en fait, tout mon entourage, s'ils voient cette émission, ils pourraient être gênés par mon intervention. Donc je préfère être... Dans quelles circonstances avez-vous fait la rencontre de la femme dont vous allez nous parler? Alors là, j'avais à peu près 16 ans. C'était juste après la rentrée scolaire, dans un cours un peu ennuyeux. Et je regardais à travers les vitres et puis je vois une coiffure, le haut d'une coiffure qui marche dans le couloir et qui ouvre la porte. Et puis déjà, quand je voyais la coiffure, il se passait quelque chose. C'est quel genre de coiffure? Une choucroute? Je sais plus, mais non, normal. Et puis quand elle a ouvert la porte, ça y est, ça a été le coup de foudre extrêmement fort. J'ai pas pu même moi-même me rendre compte, me mesurer ce qui se passait en moi, quoi, parce que on s'attend pas à ça. Parce que quoi, vous êtes resté tétanisé? Excité. Et puis j'ai tourné autour d'elle pendant toute l'année scolaire, et puis le soir d'une boum, et ben voilà, on s'est dit qu'on était amoureux, et puis voilà. Vous diriez que c'est un premier amour? Complètement, oui. Donc après 3 années d'un flirt d'adolescent, vous avez découvert ensemble la sexualité. Est-ce que vous utilisiez une forme de contraception? Oui, ça a été la préoccupation de départ. On est d'abord allé voir le gynécologue, etc. Donc on savait tout ce qu'il fallait faire. Au départ, vous dites? Oui. C'est-à-dire? Ça a duré plusieurs années comme ça, où il y avait quelque chose, une contraception suivie, quoi. Et puis un beau jour, elle a commencé à protester contre la pilule parce que ça la dérangeait, elle sentait des effets, etc. Et donc, elle a décidé de se fier à la méthode des dates. Alors, évidemment, au bout d'un certain temps, voilà. Est-ce que vous aviez peur qu'elle tombe enceinte à ce moment-là? Pas du tout, parce qu'à l'époque, pour moi, les choses étaient très simples. C'était... on nous disait, on entendait de partout, un embryon c'est rien, hop, on l'élimine, on rentre dans une salle, on en sort, c'est terminé, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc je pensais que franchement, l'inconvénient de cette intervention, c'était quoi? L'anesthésie, il y avait un peu de sang, c'est tout, mais bon, c'est comme une opération. Voilà. Vous n'imaginiez pas les conséquences psychologiques qu'un tel geste pouvait induire? Absolument pas. Et quand je suis allé parce que j'étais au service militaire à l'époque, et quand je suis allé la voir juste après, elle était encore à la clinique et j'ai été choqué par le fait qu'elle allait mal. Je l'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui... Alors attendez, là on n'est pas encore là, parce qu'on en était à la méthode des grands-mères, là, à la méthode des températures, et donc manifestement il y a eu un couac. Oui. Puisqu'elle est tombée enceinte. Voilà. Et donc elle a pris la décision, vous avez pris la décision ensemble? Pour moi c'était déjà pris la décision. Ouais. J'avais bien dit, oui, si jamais on a un accident, t'avortes et puis c'est tout simple. Moi c'était comme ça. D'accord. Et elle était d'accord avec cette idée? Oui, bien qu'elle n'avait pas tellement envie apparemment, mais elle était d'accord avec cette idée, c'est ce qui s'est passé. Donc quand vous êtes rentré en permission, elle avait fait faire cette intervention, vous l'avez retrouvée à l'hôpital. Voilà. Et elle était dans quel état? Elle était dans un état inquiet, elle n'allait pas bien, je sentais qu'elle me reprochait quelque chose, ça c'était pas comme j'avais prévu, quoi. C'était pas aussi anodin. Et puis Mais l'intervention avait été pratiquée? Oui. Et j'avais aucune conscience de ce qui s'était passé, quoi. Vous en avez parlé ensemble? Très peu. Et je voulais pas en parler. Elle ne voulait pas en parler? C'est surtout moi qui n'abordais pas. Je sais que c'était un sujet où je risquais de me retrouver un petit peu en position désagréable, quoi, inconfortable. Alors je l'abordais pas, et puis elle non plus. Et puis on avait
continuer comme ça. Mais vous aviez une impression de reproche, qu'elle vous reprochait. Oui, et que je ne l'ai pas assez entourée à ce moment-là, que je n'ai pas mesuré l'ampleur de l'impact que ça a eu, de sa souffrance, de ce qu'elle ait pu ressentir. Je n'imaginais pas du tout. Après, je me suis posé des questions petit à petit, oui, effectivement. Mais je n'osais pas trop non plus, parce que c'était... Voilà. Après, le temps a passé, le couple a battu de l'aile, et puis... Combien de temps après, alors? À peu près 1 an. Et puis, ça s'est terminé. Vous pensez que cette décision y a été pour quelque chose? Oui, largement. Ça vous a fait évoluer différemment? Non, moi non. Elle, oui. Mais elle vous en a voulu? Oui, je pense. Elle vous l'a fait payer? Je sais pas. En tout cas, c'est elle qui a pris la décision de vous quitter, manifestement? Oui. Vous en avez souffert? Décidé. Ah oui. J'en ai souffert, mais je me suis dit, bon, on va se remonter, la vie continue, et puis j'ai bien retrouvé quelqu'un. Seulement, ce que je ne réalisais pas, c'est que je ne retomberai jamais amoureux. Ah, voilà. C'est ce qui vous est arrivé? Ah oui. Vous n'êtes jamais retombé amoureux? Depuis 35 ans? C'est dingue. Parce que je suis toujours amoureux d'elle, complètement. Voilà. Alors Frédéric, comment vous décryptez ce décalage entre Antoine et son premier amour? Parce qu'il n'y a pas eu du tout de dialogue. Du coup, elle a eu vraiment le sentiment de vivre ça seule. Il n'y avait pas forcément d'empathie de votre part par rapport à tout ce vécu. Et ce qui est très important de dire, c'est que c'est jamais par plaisir, même si la décision est assumée, même si la femme désire cet avortement, ce n'est jamais par plaisir qu'on avorte. C'est toujours un moment difficile, c'est un deuil à faire. Ce n'est jamais un geste anodin ni banal. C'était, je crois, l'introduction du discours de Simone Veil à l'époque. Et c'est tellement juste, c'est tellement juste. Donc ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Et effectivement, dans leur cas, il n'y a pas eu du tout d'échange à ce sujet. Il n'a pas pu mesurer tout ce cheminement à faire. Et encore une fois, même si la femme est d'accord pour faire cet avortement, parfois, elle ressent de la colère par rapport à son compagnon de se retrouver dans cette situation et d'être obligée de subir ça dans son corps. Parce que c'est le corps qui subit ça, c'est le corps après qui garde une mémoire émotionnelle et qui peut faire qu'on peut avoir un syndrome post-avortement, même des années plus tard, au déclenchement, lors d'un deuil ou d'une naissance ou d'un événement important de la vie qui nous renvoie à ce deuil qui n'a pas été forcément fait et qu'il faut faire un jour parce que sinon on reste avec. Mais curieusement, moi je dirais que c'est un peu pareil chez l'homme. Oui. Mais certains hommes ont ce syndrome aussi. Il y a un retard dans le temps, oui. Mais quand ça vous tombe dessus... C'est ça. Et particulièrement souvent dans ce genre de situation. Parce que même quand il est empathique à sa compagne, il se sent impuissant face à cette souffrance parce qu'il ne la ressent pas dans son corps. On ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. C'est intéressant en tout cas cette notion. Et là, on a des hommes qui viennent se livrer. C'est pas si fréquent dans cette émission, donc on est ravis aujourd'hui de vous avoir sur ce plateau et d'aborder ce sujet assez tabou finalement, parce qu'on parlera rarement du ressenti des hommes dans ce domaine. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes actuellement marié et père de 5 enfants. À quelle situation avez-vous dû faire face avec votre compagne il y a de cela 40 ans? Oui, j'avais 20 ans et j'étais à l'armée suisse. Et je ne sais pas si ça joue un rôle, mais ça m'a rendu très amoureux d'une jeune fille qui avait 17 ans à l'époque, que j'ai rencontrée pendant une permission. Et curieusement, ses parents étaient tout à fait favorables à ce que nous établissions une relation. Je pouvais dormir chez elle avec la bénédiction de sa maman en particulier, qui souhaitait qu'elle fasse ses expériences sexuelles dans les grandes largeurs. Ah bah dites donc, à 17 ans? Oui, la maman était beaucoup plus émancipée que je l'imaginais, en tout cas beaucoup plus que la mienne. Et puis rapidement, on a pu s'établir ensemble dans un petit studio. Et quelques mois après, une grossesse s'est annoncée. Est-ce que vous ne preniez pas de contraception? Je ne sais pas quelle est... Oui, on prenait une contraception, mais je crois que la pilule n'a pas fonctionné pour une question d'antibiotiques. Peu de gens savent que souvent la pilule n'est pas compatible avec des traitements de base. Je ne savais pas, moi, ça. Vous le saviez, vous, Frédéric? Ah bon. La pilule et les antibiotiques, ça peut engendrer parfois ça peut effectivement annuler les effets contraceptifs de la pilule. Alors, donc, elle est tombée enceinte. De quelle manière avez-vous accueilli cette nouvelle?
J'étais très ambivalent. À la fois, je ne savais pas ce que ça voulait dire vraiment. Je n'avais pas de contact avec des bébés depuis fort longtemps. Et puis, à la fois, j'étais assez fier. D'abord, nous étions féconds. Enfin, c'était une bonne nouvelle. Et puis, l'idée de féconder la femme que j'aimais, c'était quelque chose d'important. Donc vous étiez à la fois fier et un peu désemparé. Et puis, en même temps, j'allais vers l'inconnu. Vous aviez un travail? Oui, j'avais une activité. J'avais terminé un apprentissage et je commençais à avoir mes premiers salaires. On avait une 2 chevaux, enfin un petit studio. C'était juste, mais c'était pour moi, j'étais pas effrayé à l'idée de devenir papa. Et elle? Alors elle, c'était beaucoup plus compliqué parce que je l'ai vue s'éteindre. S'éteindre? Oui, elle a un petit peu, c'était à ce moment-là, à peu de choses près, ce regard éteint, et comme si le contact se dissipait entre nous. Et j'ai compris qu'elle était effondrée sous un sentiment d'avoir désobéi à sa maman qui lui avait donné toutes les permissions, mais à qui manifestement elle avait interdit d'avoir un enfant avant qu'elle termine ses études à elle. Et je l'ai vue descendre dans un mal-être avec une injonction sans négociation possible de sa mère pour qu'elle avorte. Il n'y avait pas d'autres alternatives. J'étais embarrassé, c'était difficile d'en parler. J'ai été voir ma propre maman qui m'a dit « Ouh là là, surtout t'en mêle pas, c'est une histoire de femme. Laisse-la faire son choix et puis accepte son choix quel qu'il soit. » Donc, en bon Suisse, je suis resté neutre. Donc, vous l'avez laissé décider? Et je l'ai laissé se débrouiller avec son mal-être, avec quand même cette idée que, puisque ça semblait inexorable, que l'avortement allait la soulager. Vous étiez quand même au fond de vous triste à cette idée? J'avais mal pour elle. Je voulais pas qu'elle souffre. Non, mais vous pensiez à elle, mais est-ce que vous pensiez à l'enfant, à cet embryon qu'il y avait dans son ventre? Non, j'avais pas vraiment conscience de ce que ça représentait d'avoir un bébé. Il y avait longtemps que j'avais pas touché un bébé. Et j'étais pas véritablement conscient de ce que ça représentait et surtout pas de ce que représenterait un avortement. Donc vous avez entamé des démarches pour justement avoir recours à une interruption volontaire de grossesse? Oui, alors les démarches à cette époque, la majorité c'était 20 ans. Ça veut dire qu'il a fallu consulter ses parents. Je l'ai accompagné pour rencontrer 2 médecins qui devaient confirmer, qui devaient évaluer la situation et donner des avis conformes avant qu'un 3e fasse l'intervention. Et je l'ai accompagné dans toutes ces démarches, y compris au planning familial. Et dans notre cas, ça a été l'autoroute, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune espèce de préoccupation de ses motivations. Personne ne s'est inquiété de savoir si elle était sous pression, personne ne m'a demandé mon avis. Et les médecins en particulier m'ont mal reçu. Il y en a un qui ne m'a pas reçu du tout, et puis un autre qui m'a fait comprendre que j'avais rien à faire là. J'ai été complètement dans un sentiment d'impuissance et tout autour de moi, à commencer par ma maman, me disait que j'avais rien à dire. Vous l'avez mal vécu? Vous dites impuissant, vous étiez en colère qu'on vous mette à ce point de côté? Non, j'avais l'impression de suivre tout ça comme un petit chien qu'on mène avec une laisse. Et je m'en veux beaucoup aujourd'hui de ne pas avoir été fichu, de dire un mot. Et apparemment, ce n'est pas dans votre nature d'être un petit chien qu'on traîne en laisse. Mais à 20 ans, confronter sa maman et sa belle-maman, c'est pas de la tarte. Quel souvenir gardez-vous de ce jour précis? Je me souviens de l'avoir amené jusqu'à la clinique de Montchoisy à Lausanne. Je me souviens du temps qu'il faisait. Je me souviens de la porte vitrée qui s'est ouverte puis qui s'est refermée. Et puis je l'ai vu partir dans un couloir. Et puis je suis parti errer dans... Vous n'avez pas eu le droit de l'accompagner? Pas au-delà de cette fameuse porte
Mon souvenir, c'est qu'il y a une porte qui se ferme et puis elle est derrière, toute seule. Et je suis très culpabilisé à l'idée de me dire, mais si j'avais dit devant cette porte, mais stop, on arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai pas été capable de faire ça. Et vous vous en êtes voulu, manifestement. Oui, beaucoup. En fait, dans cette histoire, ma tragédie, c'est que j'ai tout pris sur moi. En fait, paradoxalement, tout le monde me disait « t'es pas concerné ». Et quand ça m'est revenu en pleine figure, parce qu'il y a eu d'autres conséquences à la suite de cette interruption de grossesse tardive, je me suis senti le premier responsable. Et j'ai mis longtemps à comprendre que ce qui était pour moi un échec personnel majeur, c'était peut-être aussi un échec collectif. Vous étiez là à son réveil? Oui, je l'ai retrouvée en fin d'après-midi, et puis elle était recroquevillée dans son lit d'hôpital, et puis ça m'a fait penser à une forme fœtale. Je l'ai trouvée toute petite, toute abandonnée, il y avait des odeurs de formol, et j'étais dans une histoire qui n'était pas la mienne. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, je ne comprenais pas pourquoi notre amour nous conduisait à une situation aussi sordide. Et là, j'ai une émotion que je n'avais jamais eue avant, c'est un sentiment de répulsion. Et vous avez pu vous parler à ce moment-là? Vous avez pu pas du engager tout, un dialogue? on était totalement incapables d'en parler. Et rester muré dans sa douleur. C'est exactement ça. Ouais. C'est fort comme témoignage, Frédéric. Très fort. Michel n'était pas dans sa vie, c'était pas tellement son choix. Il a subi. Ils ont subi tous les deux une décision dont ils ont été dépossédés. Et c'est vrai que les conséquences, et ça arrive souvent, parce que souvent l'avortement arrive quand le couple est jeune, et les parents vont s'ingérer dans cette décision, alors qu'ils ne devraient pas le faire, parce que ça ne regarde que le couple. Et c'est ça qui donne ce sentiment de répulsion, de rejet par rapport à cette situation, qui ne veut pas vivre parce que c'est insupportable, parce que ce n'est pas ce qu'il souhaitait au fond. Et surtout, ça a des conséquences graves sur le temps. Plus les parents ont ingéré, plus c'est grave, parce que ça va entraîner beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, une difficulté à faire des choix dans sa vie et une difficulté à se sentir légitime avec ses futurs enfants. Donc ça, les conséquences sont vraiment grave et problématique, et c'est lié au fait de s'être senti dépossédé d'une décision. Et vous l'avez très bien décrit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même les soignants, c'est moins le cas aujourd'hui dans l'accueil, mais souvent les soignants se méfient des hommes parce que la décision d'avorter vient la plupart du temps de leur non-désir d'enfant, et donc pour vraiment laisser la possibilité aux femmes de prendre leurs décisions en âme et conscience, ils ont tendance à éloigner les hommes. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais je pense que dans votre génération, c'était le cas, vous vous êtes sentis mal accueillis. Avec en plus la conviction, et à leur décharge, je le dis, que nos parents, beaux-parents, étaient convaincus de faire le meilleur pour nous. Ils étaient persuadés que l'avortement, c'était le progrès, que c'était une évolution, que c'était la liberté, et qu'il fallait qu'on en profite. Ce n'était pas à eux de décider de votre histoire. Et ce qui me frappe dans votre histoire, c'est que je trouve que votre belle-mère a beaucoup ingéré, à la fois dans la sexualité de sa fille, et puis dans les autorisations. Il fallait qu'elle vive une sexualité, il fallait qu'elle ne se tombe pas enceinte. Vous voyez, c'était très intrusif finalement dans la vie de son enfant. Et ça, je pense qu'il faut effectivement se protéger de cette intrusion. Vous nous raconterez un petit peu plus tard, Michel, comment votre compagne et vous avez réussi à surmonter cette épreuve. Mais d'abord, on va regarder ces quelques messages de la rédaction. Ensuite, nous nous retrouverons, et nous retrouverons en particulier Patrice, dont l'être aimé a décidé de mettre un terme à sa grossesse du jour au lendemain, sans même le consulter. À tout de suite. On imagine les urgences avec des choses qui sont parfois dramatiques, et puis parfois on a des choses qui sont assez cocasses. On a pas mal d'accidents de sextoys, et c'est pas que des rumeurs. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir plus à 14h ou pas? Dans cet univers si particulier des urgences, tout peut arriver. Des aventures rocambolesques. J'ai parlé sans conscience de ce que je disais. Je n'ai pas su tout de suite ce que
lui avais dit. Alors, qu'est-ce que vous lui disiez à ce pauvre gendarme? Ce que je demandais aux gendarmes, c'était... En fait, on a pas mal de fruits et légumes qui peuvent atterrir à des endroits qui ne sont pas des endroits habituels. Ce qu'on va nous dire, c'est j'étais tout nu pour faire le ménage ou je glissais. Des rencontres qui marquent une vie. Et là, il passe le pas de la porte et je me suis dit, il y a un déclic, quoi. Je l'ai envoyé passer une radio et je l'ai guetté. Comme ça, j'étais sûre que c'était moi qui allais la voir. On avait des petites astuces. On se croisait dans le couloir, on se disait bonjour comme de simples collègues. Ça va, ton week-end? Je me rappelle une collègue qui m'a dit « Non mais Élodie, t'as pas le droit, c'est impatient. » J'ai dit « Écoute, si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Il me plaît tellement, je peux pas passer à côté. » Les urgences, comme vous ne les aviez jamais imaginées. Vous l'avez revu après? Non, pas du tout. Bien justement, il est là. On va l'accueillir. Non, c'est pas vrai. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous avez causé un accident dans lequel une personne est décédée ou s'est retrouvée lourdement handicapée. Depuis, vous vivez avec ce poids sur la conscience. Dans votre jeunesse, vous avez été responsable d'un grave accident et des années après, vous ne parvenez toujours pas à vous reconstruire. Vous n'avez jamais réussi à demander pardon à la famille de la victime et aujourd'hui, vous aimeriez le faire sur notre plateau. L'un de vos proches est mort dans un accident et vous avez trouvé le courage de pardonner aux responsables de ce drame. Après avoir causé un grave accident, vous avez souhaité rencontrer la famille de la victime et depuis, vous êtes resté en contact. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou par Internet. J'étais dans la cour, j'avais 17 ans et j'ai vu passer un homme. Et je suis tombée amoureuse de lui sans savoir qui il était. Oula, bah oui, je comprends. Non, il n'est pas passé comme ça dans la cour. Ah bon? Non. Alors, qui était-il, cet homme-là? Eh bien, j'ai appris plus tard qu'il était le professeur de sport. Est-ce que ça a amélioré vos performances ou au contraire, ça a été la cata? Pour lui faire plaisir, je sautais plus haut, je courais plus vite. Pour moi, c'était un rêve. Il n'était pas accessible, quoi. Ouais. Une fois, je l'ai croisé avec sa voiture de sport rouge. Il m'a dit « Marie-Annick, voulez-vous que je vous raccompagne ?» Alors là, je me suis dit, le petit chaperon rouge va se faire manger par le grand méchant loup. La suite du récit palpitant de Marie-Annick, ce sera bientôt dans Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. 3 hommes nous racontent comment ils ont vécu l'avortement de leur compagne. On va retrouver Patrice et avancer dans la deuxième partie de notre émission intitulée « Privé de paternité ». Patrice, un soir, la femme que vous aimiez vous a annoncé qu'elle allait mettre fin à sa grossesse sans tenir compte de votre avis. Oui. Vous étiez dans quel état d'esprit En fait, j'étais déjà très mal. Je pleurais sans cesse. J'étais vraiment dans un état dépressif aussi. D'ailleurs, quand je suis parti en voiture, il y avait une dame dans son entrée qui m'a vu pleurer et qui voulait me porter secours. Mais vous étiez dans un état dépressif peut-être même avant cet épisode-là, non? Oui, bien sûr, mais ça s'est rajouté. C'est ça? Ouais. Donc, cette dame vous a vu pleurer, elle vous a porté secours, c'est ça? Ce que vous êtes Elle voulait justement pour savoir comment je vais. Et je lui ai dit, bon, il n'y avait rien de spécial. Je ne voulais pas imposer justement ma situation à cette dame-là. Donc je suis parti, je suis rentré en voiture et j'ai fondu en larmes à la maison chez moi, tout seul. Ouais, tout seul. Dans ces cas-là, on n'a pas envie d'imposer aux autres son état, son chagrin. On préfère le garder pour soi, tout seul. Après, c'est la peur d'être jugé par rapport, voilà, comment c'est... qu'est-ce qu'on pense de la personne. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Détruit. Et j'arrive pas à remonter la pente parce que je me dis, bon, c'est quand même une vie, c'est quand même quelque chose de terrifiant. Alors, vous êtes détruit par rapport à quoi précisément? À la rupture? Par rapport au fait d'avoir interrompu cette grossesse? Déjà, d'une part, oui, la rupture, oui. Et surtout par rapport à l'enfant. Parce que cet enfant, on le voulait quand même. Alors, le fait que vous soyez présent aujourd'hui sur notre plateau, c'est déjà quand même une marque de volonté de vous sortir de cette situation. C'est pas rien de venir nous voir.
Oui, c'est sûr, c'est pas facile. Hein? Ça a été difficile de prendre cette décision? Je voulais un petit peu voir un petit peu... Vous aviez des questions à poser à Frédéric, peut-être? Profitez de votre présence pour ça? J'aimerais savoir déjà d'une part... pourquoi elle a fait ça? Vous ne l'avez jamais revu? Non, plus aucun contact. Depuis? Non, plus aucun contact. Est-ce que vous avez eu des informations? Est-ce qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie? J'ai appris, oui, récemment qu'elle a refait sa vie assez... Rapidement? Rapidement, oui. Après? Oui. Donc elle avait probablement rencontré quelqu'un? J'ai des doutes par rapport à ses sentiments, quand même. Eh oui. C'est-à-dire? Est-ce qu'elle m'aimait vraiment? Si elle a refait sa vie assez rapidement? Probablement pas, puisqu'elle vous a demandé de partir. Ouais. Vous vous posez encore cette question-là? Toujours, oui. Si elle vous aimait vraiment, elle serait encore avec vous, certainement, non? Toutes ces promesses qu'elle m'a fait, quand même, c'est... Ouais. Et ça, vous avez du mal à... Vous vous demandez, en fait, si elle a été sincère, si elle vous a aimé. Elle me le disait, hein, mais j'y croyais. Maintenant, j'ai des doutes. Oui, mais vous avez raison d'avoir des doutes. Parce que ce qui est important aussi, c'est de voir... Dans une relation, c'est aussi à l'épreuve du temps, c'est-à-dire c'est de voir le décalage entre ce que dit une personne et puis la réalité de ce qui se passe dans la relation. Elle a pu vous faire des promesses, elle a pu vous dire qu'elle vous aimait follement, mais la réalité, c'est qu'au bout de 2 mois de relation, la relation s'est arrêtée, s'est arrêtée d'une manière brutale, parce qu'elle vous a mis devant le fait accompli et elle ne vous a pas donné le droit à la parole. C'est pour ça que c'est important d'être là aujourd'hui, parce que vous aviez besoin d'en parler. Vous aviez besoin que votre souffrance et votre parole soient entendues. C'est ça dont vous avez besoin, Patrice, aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez quelqu'un pour pouvoir en parler, que ce soit un ami ou un professionnel ou les deux, que vous vous faites aider, justement pour que votre parole, dont vous avez été privé, puisque vous avez été à la fois privé d'explications et vous n'avez pas pu dire la souffrance que ça vous faisait vivre, de mettre fin à cette grossesse. Donc tout ça, vous avez besoin d'en parler. Donc j'espère effectivement que vous vous faites aider. Parce vous que avez un important. professionnel qui s'occupe de vous? Justement, j'allais le dire. En fait, j'ai un psychiatre qui me suit. Et elle me disait qu'elle ne trouve pas ça normal. Quoi? Que ça s'est fini brutalement, comme ça, sans raison. Peut-être. Oui, c'est peut-être. On peut porter un jugement là-dessus, mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc vous avez, en fait, pour éviter de rester dans des questionnements sans fin, vous allez pouvoir trouver certaines réponses, mais elle n'est pas là pour le dire. Donc ça ne peut être que des interprétations. Elle peut avoir eu quelqu'un en tête, elle peut ne pas vous avoir vraiment aimé, elle peut avoir dit des choses qui n'étaient pas vraies. Ça, on n'en sait rien. Par contre, vous pouvez récupérer du pouvoir sur cette situation et tirer les leçons de cette épreuve pour vous. Et de vous dire que peut-être, effectivement, on ne désire pas un enfant comme ça dans l'absolu, mais on le désire parce que c'est cette personne-là qui nous donne envie d'avoir un enfant avec elle. Donc peut-être que vous ne connaissiez pas assez cette personne et que ça vous a joué des tours. Donc c'est important que vous tiriez les leçons de ça. Parce qu'effectivement, on ne décide pas de faire un enfant au bout de 15 jours avec quelqu'un. C'est prendre un énorme risque. Et la preuve, ça s'est retourné contre vous. Donc, dans une prochaine relation, pour vous protéger, parce que c'est de ça dont il s'agit, vous ne vous êtes pas suffisamment protégé. Vous avez donné votre amour avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, mais sans vraiment savoir à qui vous aviez affaire en face. Donc ça, c'est une leçon. Il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un, puis savoir si c'est vraiment cette personne-là avec laquelle on a envie de faire un enfant. Et puis peut-être vous occuper aussi, comme l'a dit très justement Sophie, de ce syndrome dépressif que vous aviez avant. Donc peut-être il y a aussi vous avez des difficultés aussi peut-être dans votre vie à faire face à certaines choses dont il faut vous occuper. En tout cas, moi je suis admirative que vous soyez parmi nous aujourd'hui parce que c'est pas rien. Ça veut dire déjà qu'il a fallu que vous preniez cette décision, vous acceptiez de vous montrer devant des caméras, devant tout le monde comme ça. Ça dénote de votre volonté de prendre le dessus sur tout ça. Oui. Merci pour le courage en tout cas. Comment? Merci pour le courage en tout cas. C'est vous, c'est à vous c'est vous qui avez du courage de venir en parler. En plus, vous allez pouvoir dialoguer sur notre chat cet après-midi, donc vous allez pouvoir continuer à poursuivre ce dialogue puisque vous serez sur le chat de toute une histoire après notre émission.
Donc écoutez bien les conseils de Frédéric. Faites-vous aider. Vous avez un ami ou une amie à qui parler? Oui, tout à fait. Oui. Bon. Parler. Et puis quelqu'un d'autre en vue, peut-être? Pas pour le moment. Et c'est pas près d'arriver, hein, d'ailleurs. Bah, ça, on ne sait jamais. Hein. C'est toujours quand on dit ça que ça arrive. Hein. Et justement, c'est important aussi que vous preniez du temps pour vous reconstruire et pour apprendre à vous faire confiance et pas vous jeter. Parce que, vous voyez, parfois, on peut se lancer dans des relations pour se guérir. Parce qu'on n'est pas bien et du coup on va surinvestir la relation, on va se jeter à la tête de quelqu'un pour espérer en retour obtenir beaucoup. Et puis c'est pas comme ça qu'on guérit en fait de ses blessures. Il ne faut pas tout attendre de l'autre. Oui, très important. Il faut d'abord réparer les choses en soi avant de partager avec l'autre. C'est-à-dire pour le moment, il n'y a plus de confiance. C'est normal. C'est fini, c'est normal. Mais ce qui vous est arrivé ne veut pas dire que toutes les femmes ne sont pas dignes de confiance. Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est pas peine de me regarder comme ça. Antoine. Ça va mieux, Patrice, d'avoir parlé? Ça vous a fait du bien? Je me suis retenu les larmes, en fait, elles n'ont pas coulé, heureusement. Comment? Les larmes n'ont pas coulé, heureusement. Bah pourquoi? Ça fait du bien parfois. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Mais bon, devant tout le monde, ça fait bien. J'aimerais dire quelque chose à Patrice. Oui. Allez-y, Michel. Dans notre histoire, ce qui me renvoie de votre histoire, avec mon épouse, nous sommes retournés quelques années après au planning familial pour dire comment on allait mal après l'avortement. Elle nous a expliqué gentiment que nous avions probablement des prédispositions défavorables. Et on était bien embarrassés parce que personne ne s'est occupé de savoir si on avait des prédispositions défavorables avant et nous renvoyer ça après. Qu'est-ce que ça veut dire des prédispositions défavorables? Ah ben qu'on avait une sensibilité exacerbée et que voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on répond à Patrice. Et moi j'aimerais dire que je suis en deuil avec vous et que j'aurais aimé connaître ce bébé parce que je crois que Patrice il nous parle de cet enfant qu'il n'a pas eu. Même si le contexte était défavorable, même s'il a eu une attitude immature ou tout ce qu'on peut lui reprocher, moi j'aurais aimé le connaître, cet enfant, et il me manque à moi aussi. C'est gentil, ça me touche. Mais en tout cas, Patrice est très en avance sur la prise de conscience masculine de l'IVG. Antoine, votre premier amour a elle aussi eu recours à un IVG alors que vous pensiez ce geste anodin. Vous n'imaginiez absolument pas les conséquences psychologiques que ce geste pourrait avoir à la fois chez elle et puis dans votre vie en général. Eh bien, ce geste-là a creusé un fossé entre vous, dans votre couple, au point de vous mener à la séparation quelques mois plus tard. Quel regard portiez-vous à l'époque sur cette fin de relation ? Bah, disons que... C'était pas votre projet de vous séparer d'elle, j'imagine. Pas du tout, mais je très savais amoureux d'elle. qu'effectivement, oui. Mais je pensais qu'effectivement, il y avait des choses qui battaient de l'aile, qui ne marchaient pas bien, et que certainement, mais j'essayais pas trop d'y penser, que c'était l'avortement qui était derrière ça. Et de toute mon incompréhension, tout ça, et je continue à ne pas comprendre, mais je me doutais qu'il y avait un problème par là, oui. C'est-à-dire que vous étiez conscient qu'elle vous en voulait, mais vous étiez incapable d'aborder le problème avec elle. Ah bah non, pas du tout aborder ça, c'est complètement incapable. D'affronter le problème. Et voilà, non. Mais tout en étant conscient quand même que c'est ça qu'elle vous reprochait. Conscient ou soupçonnait lourdement qu'il y avait un laïus à ce niveau-là, oui. Et ce qui est étonnant dans ce type de réaction, c'est quand même de tenir à quelqu'un, d'être quand même assez lucide sur l'origine du problème et de ne pas être capable de l'affronter. Comment vous l'analysez, ça ? C'est un évitement. C'est un sujet difficile à aborder. Et souvent, notamment dans tout ce qui concerne les deuils, on peut être dans la croyance qu'en l'aborder, c'est alimenter la tristesse, alors qu'au contraire, c'est la partager. Et c'est pouvoir faire le deuil ensemble. Et au contraire, le fait de ne pas pouvoir en parler ensemble, ça éloigne. Ça crée vraiment une distance. Alors, par la suite, vous vous êtes marié avec une autre femme, vous avez fondé une famille. Vous êtes tombé amoureux de cette femme avec laquelle vous êtes marié ? Je l'aimais, je l'estimais, on avait beaucoup de points communs, d'intérêts communs, mais je ne suis jamais retombé amoureux de personne. Voilà.
Et donc ça pose toujours un problème dans un couple. Et puis en fait, c'était un couple qui battait de l'aile dès le début. En fait, il y avait des choses qui ne marchaient pas. On est allé trop loin. On aurait dû arrêter beaucoup plus vite. Vous êtes resté combien de temps avec elle? Une bonne dizaine d'années. Ah oui, quand même. Et puis ça s'est très très mal terminé. Vous pensiez toujours à votre première amour? Non, j'évitais d'y penser. Voilà, c'était facile de ne plus y penser. J'avais d'autres choses. Voilà. Quand on dit j'évitais d'y penser, ça veut dire qu'on y pense quand même. Oui, quelque part. Quand on commence à Mais faire l'effort je d'éviter. me disais, mon espoir, ce ne sera pas cet amour-là, puisque je ne l'aurai plus jamais. Et donc, et ce qui est assez ingrat dans cette histoire, c'est que pendant le divorce, pendant que les choses étaient vraiment très tendues, j'ai appris que mon premier amour, donc au moment où j'étais fiancé, parce que c'était trop tard, elle avait commencé à faire des ambassades auprès de ma mère pour renouer les liens éventuellement, si j'étais libre. Et c'était très embarrassant pour ma mère parce que c'était trop tard. Donc elle vous en a pas parlé? Non, non, j'étais déjà engagé dans le mariage et tout ça. Et puis j'ai appris après, par la suite, que, au bout d'un an ou deux de mariage, ça n'allait vraiment pas. Elle n'avait pas encore d'enfant, donc j'ai dit est-ce qu'on arrête? Est-ce que vaut peut-être mieux maintenant qu'il n'y a pas d'enfant plutôt que. Et puis elle m'avait répondu non, on va essayer, je vais essayer d'aller mieux, tout ça, on va reconstruire notre couple et tout. Et alors que j'étais prêt à mettre un terme à ça parce que ça marchait pas bien. Et ça marchait pas quoi, sexuellement? C'est dans la vie, en tout, quoi. Dans l'amour, vous dans la vie, disputiez? dans tout. On discutait pas. Il y avait rien qui marchait vraiment bien. C'était très dur. Et j'ai appris qu'à ce moment-là, où j'étais prêt à laisser tomber, elle était revenue voir ma sœur et elle lui a dit j'aurais jamais dû quitter Antoine quand je l'ai quitté. Vous voyez, l'histoire, c'est du mot passant, pratiquement. Ouais. Et alors? J'espère que vous l'avez retrouvé depuis. Je l'ai revue, mais comme elle a refait sa vie, elle a des enfants, je veux pas, voilà. D'accord, donc finalement, vous n'avez jamais été libre au même moment. Non, voilà, exactement. Entre-temps, je crois que l'avortement est remonté à la surface, oui, psychologiquement pour vous. Petit à petit, ça a été très long. Tout d'abord, tout de suite, au moment de l'avortement ou autre, il y avait toujours ces manifestations d'anti-IVG avec des pancartes et tout ça. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est des ploucs, ils comprennent pas. Un avortement, c'est rien, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. C'est anodin. Et pourquoi d'abord, elle n'aurait pas dû souffrir et tout ça. Enfin bon, bref. Et puis après, quand j'ai eu mes enfants, il y a tout ce cheminement en disant, voilà, il est dans le ventre, il est tout petit, il a son cœur qui bat, etc. Donc on prend conscience quand même que l'enfant, c'est pas simplement quand il est dans le berceau, c'est déjà avant. Et puis on lit les livres de Françoise Dolto avec le désir, au moment de la conception, il y a une parole qui est dite, et même si elle est dite sans mots, mais elle est dite parce qu'on désire peut-être un enfant derrière, etc. Et en fait, tout ça m'a amené à cheminer vers un questionnement assez profond. Et après, en relativisant, un jour, il m'est tombé l'idée que s'il n'y avait pas eu cette IVG, à côté de moi, il y aurait une personne qui a 20 ans et qui serait là, et qui n'est pas là. Voilà. Et aujourd'hui, elle aurait 30 ans et elle n'est pas parmi nous. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'a empêchée de venir? Voilà, elle avait le droit de venir. Et le temps, l'illusion qu'on a, qu'il n'y a pas une personne qui est derrière, beaucoup de gens disent c'est pas une personne, etc. Bon, on y agrée volontiers parce qu'on ne voit pas les choses. Et l'homme, en général, l'homme et la femme, l'humain, s'il ne voit pas, il n'a pas l'émotion qui correspond à l'événement. Et quand il y a une IVG, on ne voit pas l'enfant qui va naître. Donc on n'a pas l'émotion à la mesure de la chose. Quand on voit un bébé dans un berceau, s'il lui arrive quoi que ce soit, du mal ou qu'il meurt, n'importe qui a la même émotion, on est bouleversé, en particulier les parents. Et moi j'étais parent, et j'ai perdu mon enfant. Alors qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Oui. Qu'aujourd'hui vous êtes résolument contre l'avortement? Non, ça, je ne dis rien là-dessus. Ce que je dis, c'est que dans mon cas, et dans, je pense, le cas des autres, on n'a pas d'éducation sexuelle, c'est pas vrai. On ne sait rien de la sexualité. Non, aujourd'hui, on ne l'a pas non plus. Parce que ce qu'on dit être l'éducation sexuelle, c'est ce qui se passe au lit,
et puis le bout de caoutchouc, la contraception, les MST. Voilà. Bon, ça, en 5 minutes, vous avez tout expliqué. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Bon. Mais c'est pas ça, la sexualité. La sexualité, ça devrait s'apprendre dès tout petit. Bon, pas ce qui se passe au lit, évidemment, mais il y a des petits garçons, il y a des petites filles. On réagit de façon différente, on n'est pas pareil, on se respecte, on communique de façon différente. Les centres d'intérêt ne sont pas toujours les mêmes, ils sont parfois les mêmes, parfois différents. Et plus on grandit, plus on devrait expliquer aux enfants, ben voilà, comment vous allez construire votre vie. Si vous allez vivre avec une femme, vous allez fonder une famille, il va falloir avoir la notion d'engagement, de fidélité, d'amour, de responsabilité, et puis savoir tout ce qui nous attend dans une vie de couple, dans une vie de famille, et que le rôle de l'homme, le rôle de la femme. C'est partie de l'éducation quand même, ça, qu'on donne à des enfants. Pas assez. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas reçu. Pas assez. Mes parents n'ont pas osé m'apprendre tout ça. Et aussi, dans la relation amoureuse, on va trop vite. On va trop vite dans le rapport sexuel, parce qu'en réalité, on met un peu la charrue avant les bœufs. Quand on accomplit l'acte sexuel, eh ben, il y a des choses qu'on ne peut plus refaire, on ne peut plus aller en arrière. Il faut faire connaissance. Donc changer le rapport au temps. Changer le rapport au temps. Prendre le temps de se courtiser, de se désirer. Absolument. Je pense qu'avant de donner son corps, il faut donner son cœur. Il faut avoir un certain temps avant de le faire. Là, vous avez du boulot quand même, parce qu'avec la jeune génération, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ben justement. En ce moment. C'est pour ça que les relations se cassent, c'est pour ça qu'il y a des IVG, c'est pour ça que les gens ne sont pas heureux. Et moi, je suis surpris qu'il y ait autant de couples qui restent en couple, qu'il n'y en a que la moitié qui se séparent. Ouais. Alors, est-ce que vous avez toujours l'espoir de retrouver cet amour? C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, et j'espère qu'on vous accueillera avec cette bonne nouvelle. L'espoir, je ne sais pas. Moi, je n'attends rien. Mais vous l'avez toujours en tête? Ah oui, complètement, oui. Mais je n'attends rien, je laisse faire les choses. Voilà. Juste rectifier quelque chose par rapport au nombre d'avortements qui reste absolument stationnaire. Il n'y a pas plus d'avortements ou moins d'avortements qu'avant. Mais vous avez raison dans le sens où c'est une question d'éducation. Et que peut-être, effectivement, les savoir-être plutôt que les savoir-faire, c'est très important et ça devrait effectivement s'apprendre à l'école. Mais ça s'apprend déjà avec les parents. Et effectivement, quand les parents ne forment pas à ça, ce sont des prises de conscience qu'on doit faire avec l'expérience et avec le temps. Et là, vous avez fait tout un tas de prises de conscience des années plus tard. Voilà. Michel, lors de sa première grossesse, votre compagne a donc eu recours à un avortement. Vous avez pensé que vous deviez rester à l'écart de cette décision. Enfin, vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez subi cette décision qu'on vous a amené à prendre, que l'entourage de votre compagne vous a amené à prendre. J'imagine que les jours qui ont suivi cette intervention ont été difficiles. Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'étiez plus dans votre vie. Vous avez continué à ressentir cela ? Alors clairement, je n'ai pas pris de décision, c'est là tout le problème. J'ai subi, comme vous dites, cette décision. Avec le recul, je dirais ce qui m'a le plus frustré, c'est d'avoir pu me battre pour cet enfant. Je réalise que dans ma virilité, il y a quelque chose qui m'incite à me battre pour mes enfants. Et en fait, j'ai été cassé à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je suis admiratif devant les gens qui assument une grossesse dans des situations compliquées et qui se battent. Alors, et moi, qu'est-ce qui s'est passé on m'a cassé dans cet élan. Vous êtes marié quelques mois plus tard, avec, j'imagine, l'envie d'avoir des enfants? Oui, alors c'était compliqué. Je dirais dans la période qui a suivi, je pensais que notre relation était rompue. J'ai eu d'autres relations. Et j'ai pris des distances avec ma copine, qui est devenue effectivement ensuite ma femme. Pourquoi? Parce que vous aviez du mal à échanger sur cet épisode? Alors on était en incapacité d'en parler. Ouais. On a fait ce que nos parents nous ont dit, clairement incité à faire. Et puis il n'y avait pas trop de commentaires à avoir. Donc on souffrait en silence chacun de notre côté. Pour la libido, c'est pas très bon. Je dirais reprendre une activité sexuelle. Et j'avais eu ce sentiment de répulsion. Ce qui fait que j'avais toujours de l'amour, de la compassion, parce que je voyais qu'elle souffrait encore plus après l'avortement qu'avant. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et puis on a décidé sur un coup de tête de se remettre ensemble après 5 ou 6 mois, mais de partir. Donc on a quitté nos familles, on a compris que si on voulait construire quelque chose, il fallait sortir, il fallait qu'on parte. Et vous êtes parvenus à vous retrouver ? Oui, on a eu un enfant quelques mois plus tard. Catherine est tombée enceinte et puis on s'est tellement réjouis, pas question d'avoir une IVG parce qu'elle avait toujours pas terminé ses études. Et puis on a voulu repartir sur cette base. Sauf qu'il y a eu donc on s'est mariés pour pouvoir partir ensemble. C'était vraiment technique. On voulait partir en Afrique, il fallait être mariés pour pouvoir partir ensemble. Et puis, on n'est pas parti, mais on a quitté la région, on a pris des distances avec nos familles. Et à la naissance de notre première fille, née vivante après cet avortement, il y a eu des grosses complications sur sa santé. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais la perdre. Et je suis ressorti de cette clinique dans le même état qu'après l'avortement, en me disant mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on ne nous a pas prévenu qu'il y avait des risques pareils? Parce que pour le gynéco, ça ne faisait aucun doute que c'était une des conséquences de l'IVG. Et là, ça m'a remis dans un état de désespérance et d'impuissance. Et ça s'est reproduit pour la deuxième naissance. Et pour la troisième, le diagnostic était très mauvais. Il parlait d'une ablation de la matrice. Et on a recommencé à plonger dans cette histoire, donc ça nous a poursuivis au travers de ces difficultés sur la santé de mon épouse. Alors finalement, vous avez eu combien d'enfants? On en a eu 5 parce qu'on a eu un vrai cadeau de la vie. À la naissance de la troisième, le placenta est venu tout seul, à la grande surprise de toute l'équipe médicale rassemblée à 3h30 du matin. Donc vous avez pu en avoir 2 autres après? On a pu en avoir 2 autres. Donc combien de garçons, combien de filles? Alors, 3 filles, 1 garçon, 1 fille. D'accord. Frédéric, quelques conseils peut-être pour d'autres hommes qui regarderaient cette émission, qui se retrouvent dans cette situation? Que vous soyez venus témoigner tous les 3 pour dire qu'il y a aussi une souffrance de l'homme dans ces situations. Il n'y a pas que la femme qui souffre. C'est important de donner une place à cette parole et de continuer à dialoguer dans cette épreuve. Parce que, en fait, souvent, le fait qu'il y ait un désaccord par rapport à l'avortement, ça aboutit dans la plupart des cas à une rupture. Par contre, quand les deux sont d'accord, c'est d'autant plus facile, si on peut parler de facilité, mais de traverser cette épreuve ensemble, si on a pu en parler, si chacun a pu entendre qu'il y a une souffrance qui est différente, parce qu'effectivement l'homme ne la vit pas dans son corps, mais qui est réelle parce qu'il y a un deuil à faire. Et effectivement, dans votre cas, il y a le deuil de cet enfant dont vous ne serez, ou dont vous êtes le père, mais dont vous ne pourrez jamais vous occuper. Donc ça, c'est vraiment important de faire cet acte symbolique pour accueillir sa souffrance et ne pas la nier. Et ne pas la mettre de côté, parce qu'elle vous rattrape. C'est effectivement le syndrome post-abortif. Ça vous rattrape à un moment donné de votre vie. C'est un sacré coup. Oui. C'est une Twin Towers qui vous tombe sur la tête. Tout à fait. C'est énorme. Merci à tous pour ces témoignages courageux. J'espère que cette émission pourra vous aider à avancer dans la vie et à nourrir d'autres projets. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre chronique dans version féminale chaque fin de semaine. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes pour reprendre des nouvelles d'Yves Lecoq et de Jacqueline dont l'histoire continue. A tout de suite. Merci. Tous les jours, dans l'histoire continue, nos invités, qu'ils soient célèbres ou anonymes, viennent nous donner de leurs nouvelles. Dans un instant, ce sont Jacqueline et Yves Lecoq qui se prêteront au jeu. L'humoriste nous révélera sa vraie nature, pour le moins surprenante. J'aime bien le retrait, la solitude, je suis timide et réservé la plupart du temps. Mais d'avoir du monde, ça me fait du bien, au contraire. Quant à Jacqueline, elle nous ouvrira les portes de son quotidien avec sa fille adoptive, Léna. Oui, c'est chouette. Oui, trop chouette, maman. T'as bien dansé? Oui. J'ai bien vu, c'est super. Nous retrouverons cette famille qui, malgré les épreuves, a su rester unie dans quelques minutes. Open the window, let it shine on you. 'Cause I've been sick